Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles sur cette antenne, comme tous les soirs maintenant depuis 4 mois. Donc un petit exploit quand même au niveau physique, puisque ça fait 4 mois, 7 jours sur 7 qu'on est à l'antenne. Et donc, mais c'est un plaisir, toujours inégalé, inégalable, que d'être avec vous le soir et que de voir vraiment toutes ces personnes venir. Vous êtes 10 000 à venir le soir, entre le soir et le matin, à venir voir cette émission, 10 000 en moyenne, avec des pointes à 15, 20, 25 000, en fonction des invités. Ce soir, on a vraiment des invités de haut rang, donc je pense que cette émission va vous intéresser, portée qu'elle sera par toute cette actualité aujourd'hui qui bouillonne de toutes parts, avec toutes ces informations qui pleuvent sur nos téléscripteurs, comme on disait à l'époque où j'étais sur les mainstream. Les informations arrivent donc à vitesse grand V, et puis cette grande information, bien entendu, c'est, on le sait, la mort de ce pape. Et on va en parler avec nos invités ici présents, que je vais vous présenter donc dans un instant. Avant cela, je tiens vraiment à remercier le public, comme je le fais maintenant, parce que c'est grâce au public, bien sûr, que cette émission existe. On est porté par ce public de plus en plus nombreux, par Étoile des Neiges, Xavier Baudet, Claire qui est là, Victoria, Jean-Paul, qui est un peu notre star de cette minute de Ricardo sur le chat, qui anime le chat merveilleusement bien. Et c'est un peu je veux dire, la personne qui porte un peu toute cette communauté autour de lui. Et on a Astrid qui est là également, et puis on a Geneviève, on a également Véronique. On a beaucoup de gens, je ne vais pas tous les citer, hein, vous êtes déjà des centaines et des centaines à être arrivés sur ce chat. Je laisse les derniers retardataires arriver. Astrid, qui va commander le livre de François Captionnem, dont on parlera, elle va le commander cette semaine. Il faudra acheter aussi le livre de Marion et le livre de Claude qu'on reçoit pour la première fois ici. Et on est très heureux de pouvoir l'accueillir. Claude, qui est un personnage qu'on aime beaucoup également sur cette chaîne. Merci Claude d'être avec nous. Un grand merci à toi. Ouais, tu vas nous parler de ton actualité. Merci Marion également d'être là. Elle qui a eu un week-end difficile, musclé en tous les cas. Elle a enquillé les kilomètres qu'elle a avalés à vitesse grand V. J'espère que tu as respecté, Marion, le kilométrage imposé sur les routes, une contrainte de plus, mais bon, voilà. Je sais où tu étais. Est-ce que tu pourras en parler ou pas? Non? Juste en un mot? Oui, bah, je suis allée porter sur les fonts baptismaux une amie qui a été baptisée à Pâques. Donc, c'est la 4e fois que je suis marraine d'adulte, c'est la 5e fois que je suis marraine de baptême et c'est la 6e fois que je suis marraine tout court, puisque j'ai été également marraine de confirmation. Quand j'ai atteint 60 ans, j'avais jamais été marraine. J'en ai 74, je viens de l'être pour la 6e fois. C'est impressionnant. Ça s'appelle la rechristianisation de la France et ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. C'est très, très émouvant. Et je crois, je peux dire que ce baptême de ce week-end, là, j'ai fondu en larmes, quoi. C'était très, très fort. Très, très fort. J'étais à Marseille. Marseille que je connais bien, Marseille que j'aime beaucoup, Marseille que je reconnais de moins en moins, mais ça reste Marseille quand même. Et j'ai vraiment passé des moments très, 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 très émouvants. Très, très émouvants. Voilà. À l'occasion de ce week-end, Pascal, on a parlé du nombre de catéchuménats qui a augmenté considérablement cette année. Il y a une montée en puissance absolument phénoménale. François, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir, merci. Ouais, c'est vraiment super sympa de te retrouver après des semaines où tu étais vraiment sur les routes, en conférence, un peu partout. Et puis tu as sorti, ça y est, maintenant le livre dont tu nous parleras ce soir, après avoir effectué sur cette chaîne quelques teasers, je dirais. Voilà, alors on va commencer, on va parler des livres de chacun de nos auteurs, bien entendu, hein, puisqu'ils sont là aussi avant tout pour cela. Ils vont nous dire un peu qu'est-ce qu'il y a derrière ces livres. Ouais, il se trouve que j'ai enquillé moi aussi les kilomètres, donc ça a été extrêmement difficile pour moi de pouvoir consacrer du temps au-delà de la minute, au-delà de tout le côté technique des choses, en étant au volant en permanence. Vous imaginez bien qu'il y a eu quelques trous dans la raquette. Et donc là, ce soir, on va découvrir les livres à travers leurs auteurs. C'est les auteurs qui vont nous parler des livres. Pas moi qui vais les interroger sur le fond de leurs livres, mais même si j'en sais quand même quelque chose, mais en tout cas, ils sont les mieux placés pour en parler et c'est ce qu'ils vont faire ce soir. Mais bien sûr, nous parlerons aussi et avant tout
en début d'émission donc de cet événement majeur, en tout cas du monde de l'Église aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il se passe quand même des bouleversements assez énormes. Alors ce pape est mort. Est-ce que c'est un faux pape, comme le disent certains à la suite de ma minute d'hier? Faux pape, c'est peut-être aller un peu loin, mais quand même, c'est vrai que l'Église aujourd'hui est tirée un peu à hue et à diable, comme dirait l'un de nos internautes ce soir, à hue et à diable. C'est pas mal comme expression. En tout cas, Guillot a eu une attitude absolument effrayante durant son pontificat. On est revenu dessus hier pour différentes raisons que j'ai déclinées à travers la minute d'hier notamment. Et ce qui est très étonnant aussi, me dit quelqu'un sur le chat là à l'instant, c'est que en fait il n'est jamais retourné en Argentine où il aurait eu des casseroles, ce Bergoglio. Il est jamais retourné en étant pape là-bas, ce qui est très très étonnant parce qu'un pape retourne immédiatement. Je me souviens de Benoît XVI et je l'avais même suivi. J'étais allé sur place en Allemagne où il était. C'était absolument magnifique. Du reste, dans la Ruhr, où il était chez lui à Cologne, avec cette magnifique cathédrale là, qui est dressée comme un i au-dessus du fleuve. Et il y avait un monde fou. C'était son premier acte pontifical lorsqu'il a été nommé et élu après le conclave. Et il était sur place. Idem pour Jean-Paul II, qui était retourné immédiatement, bien sûr, en Pologne. Mais lui, il n'a jamais été là-bas. Alors, il y a aussi un hic à ce niveau-là. En tout cas, bon, un pape que certains, en tous les cas, moi, je ne me permettrai pas de le dire, mais quand il s'agit du cardinal Vigano qui dit de François qu'il est d'inspiration maçonnique, que c'était un coopérateur zélé de Klaus Schwab, c'est les mots même de ce cardinal Vigano. En tout cas, ça sent la conspiration criminelle entre l'État profond et l'Église profonde. Voilà. Alors avant cela et avant de donner la parole à nos invités, peut-être que maintenant que le public est arrivé en nombre, très important là déjà à cette heure-ci, on va regarder donc tout de suite donc la minute du jour et puis vous allez la commenter par la suite. Ce matin, c'est après l'imposteur Bergoglio, quel nouveau pape? Maintenant, c'est l'attente d'un nom, d'un visage, d'une véritable orientation spirituelle et non géopolitique. Car au Vatican, le choix d'un nouveau souverain, pontife, ne relève pas simplement de la foi. Il s'agit d'un choix idéologique entre la curie d'un côté et l'apostolat de l'autre. Après le faux prophète Bergoglio, l'imposteur, espérons que les cardinaux retrouvent enfin la vraie foi. Mais pour avoir assisté à Rome et commenté 2 conclaves, c'est vrai que l'élection d'un pape, c'est aussi une affaire d'équilibre, de tempérament, de ligne théologique. Donc une dimension aussi, vous le voyez, très politique. Et parmi les 120 cardinaux électeurs, convoqués donc au conclave, autour de 80 auront été nommés par Bergoglio. Ils incarnent donc la continuité du pape défunt. Le pape y a laissé sa griffe, son héritage. D'autres suscite déjà le murmure d'un possible changement de cap. A priori, sauf surprise, ce sera quand même, malgré tout, Pietro Parolin, le diplomate dans les règles, l'homme du système, celui qui connaît le Vatican par cœur et tous ses rouages comme sa poche, le gardien du temple en quelque sorte. Il n'y aura pas de surprise à attendre, car malheureusement aujourd'hui, ce monde-là risque de choisir davantage un gouverneur italien qu'un véritable missionnaire. Aujourd'hui, il serait normal que cette vieille Europe laisse sa place pourtant à un homme venu d'Asie ou d'Afrique, ces terres brûlantes d'évangélisation qui regorgent de foi et d'espérance. Espérons que le Vatican soit de nouveau, et il peut y avoir une chance quand même, touché par cette grâce divine. Voilà, donc peut-être une petite réaction à chaud. On va laisser les places aux dames. Hein. Nous, dans l'église, on est très, très révérencieux vis-à-vis de ça. Donc Marion, peut-être d'abord. Je suis pas choquée du procédé. Je suis très très vieille France, donc honneur aux dames, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Voilà. J'ai été au départ surprise, ensuite choquée, ensuite offusquée que le précédent pape, celui qui vient de partir, soit jésuite. Je vois pas comment on peut être et pape et jésuite, puisque les jésuites ont été créés pour réorienter
les fidèles vers l'obéissance au pape à une période où chacun tirait la couverture à soi en disant que chacun, chaque pays, chaque nation devait pouvoir dire à la fois le bien et le mal en lieu et place d'une autorité supérieure. Donc les jésuites ont été créés pour réorienter les croyants vers l'autorité pontificale et pour réasseoir, pour réaffirmer l'autorité du pape. Je ne vois pas comment on peut vouloir orienter l'Église vers l'autorité du pape et devenir pape soi-même, c'est l'un ou c'est l'autre. Enfin, je veux dire, c'est complètement incompatible. Je vois pas comment. Il n'y a pas eu de jésuite, ni cardinal, ni évêque précédemment. Je veux dire, c'est une grande première. Ça veut dire que les jésuites ne sont plus des jésuites. Ça, on le sait. Enfin, on le sait. Je sais pas si vous le savez. Moi, j'ai un petit peu étudié la chose. Depuis Vatican II, précisément, les jésuites ne sont plus des jésuites puisque la compagnie de Jésus a été retournée comme un gant et que le prédécesseur, enfin, le pape qui était pape à cette époque-là, à savoir Paul VI, a validé une trahison essentielle de ce qu'étaient les jésuites. Donc, quand on m'a dit, Marion, toi qui défends beaucoup les jésuites, tu dois être contente que le nouveau pape est jésuite, j'ai dit, c'est qu'il n'a jamais été. C'est-à-dire qu'il n'a jamais été jésuite ou qu'il ne sera pas pape. Donc, c'est extrêmement choquant qu'on puisse se dire et pape et jésuite. Donc, les nouveaux jésuites, ceux qui ont émergé à partir de 1963, sont les plus ardents défenseurs du nouvel ordre mondial, de tout ce que nous combattons, de tout ce que je combats, de tout ce que les gens ayant un peu de cœur et d'intelligence combattent. Donc, ce pape a représenté pour moi à la fois une imposture et une imposture. En plus, bon, j'ai quand même bien souvenir, comme beaucoup de gens, que il a dit que se vacciner c'était un acte d'amour. Pour moi, un acte d'amour obligatoire, ça s'appelle un viol. C'est pas un pape de promouvoir le viol, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il m'a choqué de A à Z. Pour moi, il n'était ni pape ni jésuite. Et il a prétendu les deux. Et voilà, je peux pas dire que je me suis réjoui de sa mort, mais bon, de toute façon, on sentait qu'il était plus là, c'était plus lui. Enfin, on parle de sosie ou pas sosie. Pour moi, il avait plus la main, quoi. Donc, je porte quelque espoir. J'ai croisé à Chartres, parce que j'ai fait il y a pas si longtemps le pèlerinage de Chartres. J'ai croisé Monseigneur Sarrat, le cardinal Sarrat. J'ai été très impressionné par ce qu'il disait, par ce qu'il était, par sa présence. Enfin, ça serait merveilleux de l'avoir comme pape. Je caresse quelque espoir qu'une personnalité de cette envergure puisse maintenant diriger l'Église et la ramener vers sa mission, sa raison d'être, qui n'est plus à l'œuvre depuis toutes ces dernières années. Enfin, c'est clair et net. Bah, écoute, en tout cas, tu tapes fort d'entrée. Hein. Tu vas pas de main morte, notamment contre les. Comme d'habitude. Alors, j'espère que je choque pas. Je dis pas ça pour choquer. Voilà, j'essaie de faire. J'ai ouvert à toutes les théories, sauf celle du complot. Donc voilà. Tu vois ce que je veux dire. Donc il y a aucun problème. Chacun a le droit de s'exprimer en fonction de ses aspirations du moment et puis surtout de ses connaissances qui sont les tiennes, notamment de ce milieu-là, parce que visiblement vis-à-vis des jésuites, tu as une dent contre eux. Pourtant, Ignace de Loyola qui a formé cet ordre-là n'avait rien de personnage. Ah non, attends, j'ai pas une dent contre les jésuites. J'ai une dent contre les faux jésuites. Les jésuites d'avant 1963 sont des gens admirables et abominablement calomniés. Et depuis 1963, c'est un ordre fantastique. Là, aujourd'hui, magnifique. Rien tape dessus à boulet rouge, mais franchement, ils ne méritent pas ça, quoi. Mais c'est vrai qu'ils se sont dénaturés depuis. Je suis d'accord avec toi. Depuis 1963. La congrégation générale qui s'est tenue pendant le Concile Vatican II a renié complètement la raison d'être des jésuites et le pape Paul VI qui pouvait dire non en disant je suis désolé, vous me présentez le contraire de ce que vous êtes. Il a quand même signé, c'est-à-dire qu'il a validé la fin des jésuites tels qu'ils avaient été à travers les siècles et les jésuites sont sortis de là autres et inverse de ce qu'ils avaient été jusque-là. Voilà. Donc il y a les jésuites d'avant 1963, les jésuites d'après et celui-là c'est un jésuite d'après. Si ça avait été un jésuite d'avant, il n'aurait jamais été pape. C'est ça, il n'aurait jamais été pape. Exact. Claude, peut-être une réaction pareille à chaud, une petite analyse comme ça en direct, comme a pu le faire brillamment Marion. Eh bien, oui, évidemment, une réaction. Ça, c'est un peu logique qu'on ait une réaction après l'annonce d'un tel événement. La mort d'un pape, c'est quand même la mort d'un pape. Après, effectivement, moi, je suis un peu comme Marion. Je vais pas retenir grand-chose de positif de ce pape. Il a supprimé quand même beaucoup de traditions, y compris la messe en latin, mais ça, bon,
ça a déjà été acté. Il a quand même une volonté de soutenir une submersion, migratoire un peu en Europe. Ça aussi, c'est une autre chose qui est quand même où l'on peut quand même se poser des questions. Il a arboré à un moment donné un étrange crucifix avec aux couleurs du drapeau LGBTQ+. Ça aussi, c'est étrange. Je laisse tout ça en point de suspension pour nos internautes. Je vais pas revenir sur Monseigneur Vigano, qui est l'excommunié pour délit de schisme, ce qui est quand même rare, quand même, au niveau de l'histoire au Saint-Siège. En réalité, j'ai deux autres informations assez intéressantes. Bon, Marion a évoqué l'acte d'amour d'aller se faire vacciner. Non, mais ça, c'était ni fait ni à faire. Et c'est vrai que je me souviens très bien à cette époque. Bon, le port du masque était obligatoire dans les églises. Il fallait se mettre du gel en hydroalcoolique aussi pour rentrer dans les églises. Et mon époux, je me souviens très bien, elle était rentrée à la cathédrale de Rouen à cette époque-là. Elle s'est fait course parce qu'elle n'avait pas de masque. Elle s'est fait courser par un jeune sbire embauché par le diocèse de Rouen parce qu'il fallait à tout prix qu'elle mette un masque. Bon, ça va bien. Donc ça, c'était la période crise sanitaire. Alors après, il y a d'autres choses plus étranges. Georges Soros, que je ne vais pas présenter ici, je pense que tout le monde le connaît, aurait financé la visite du pape François aux États-Unis en septembre 2015 à hauteur de $600 000. Ce soutien financier a été rendu public quand même grâce à Wikileaks, à Julian Assange. Donc, légitimement, on peut se dire que Julian Assange avait très certainement de bonnes sources d'information. Après, Alexander Soros, donc le fils de George, il a été subrepticement inséré dans la délégation de Bill Clinton à l'époque, qui était en visite au Saint-Siège. Donc ça aussi, on se demande qu'est-ce que Alexander Soros faisait là dans la délégation du président américain de l'époque. Après, le pape François a une amitié fort étrange en la personne de Lynn Forester de Rothschild. Alors là, ça devient très intéressant et c'est documenté, ce que je vais vous raconter là, puisque Lynn Forester de Rothschild, au sommet du G20 en Inde, le 31 août 2023, elle a fait un discours et le pape François, en entendant le discours de Lynn Forester de Rothschild, il a fait un appel, il a dit qu'il faudrait prendre soin des pauvres et de la terre. Bon, jusque-là, très bien, mais du coup, Lynn Forester de Rothschild s'est rapproché du Vatican et a créé un espèce de conseil pour un capitalisme inclusif. Alors, qu'est-ce un capitalisme inclusif? C'est un capitalisme qui inclut effectivement les grands capitalistes et qui exclut le reste. Moi, je synthétise un peu, mais je ne vais pas développer ici un peu tout, parce que c'est un peu compliqué. Toujours est-il que le pape François a exhorté les gardiens du capitalisme inclusif à faire du capitalisme un instrument pour le bien-être intégral de l'homme. Ah, là, ça commence à être un peu plus compliqué. Alors, les Rothschild et le Saint-Siège, c'est quand même une vieille histoire de prêt, puisque le premier emprunt d'un montant de 400 000 livres a eu lieu en 1832, après les guerres napoléoniennes, sous le pontificat du pape Grégoire XVI. Et le second emprunt, en fait, il a eu lieu pendant le pontificat du pape Pie IX en 1850 pour la restauration des États pontificaux. Donc jusque-là, on peut se dire, oui, un banquier prête, effectivement. Ce qui m'ennuie un peu, c'est que c'est la dynastie Rothschild. Et la dynastie Rothschild, bon, je vais pas vous présenter la famille Rothschild quand même. Donc voilà, donc il y a une alliance entre le Vatican et les Rothschild et ça a été initié à la demande du pape François qui avait lancé un appel, écoutez le cri de la terre et le cri des pauvres. Bon, c'est vrai que c'est une phrase qui est pleine de compassion. Malheureusement, ça coquinait avec Lynn Forester de Rothschild, ça pose question. Voilà, j'en ai un peu terminé avec mes réflexions sur le pape François. Ah ouais, est-ce que je peux rajouter un petit quelque chose avant que tu passes la parole à François Dubois? Je t'ai envoyé une image qui m'a été envoyée en son temps. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Tu me l'as envoyé. Je viens de te l'envoyer sur ton adresse courriel. Ah, alors là c'est un peu compliqué en direct, si tu veux. Alors, le pape a été, je te l'ai envoyé, donc je peux pas faire plus. Le pape, quand il est allé à ses premières JMJ, je me souviens plus, c'était pas en Argentine, c'était quand les premières JMJ? Il est allé
Il est allé en Amérique latine, il venait d'être élu pape. Il s'est présenté pendant toutes les JMJ avec son habillement était totalement de blanc, entièrement bordé, mais des pieds jusqu'à la tête, des manches de voiles. Des couleurs gays, ouais. Ah oui, oui, aux couleurs du drapeau LGBT. Ouais, c'était une frise représentant le signe de reconnaissance des pédophiles amateurs de garçons. D'accord. Bon. Ben voilà. J'ai envoyé l'image. Je t'ai envoyé l'image, donc si tu peux pas l'ouvrir, tu peux pas l'ouvrir. Non, c'est pas que je puisse pas l'ouvrir, c'est que je peux pas la convertir en fait en direct. D'accord. Sinon, je risque de me perdre et c'est bon. Mais si tu as l'image sur ton portable, tu peux la montrer à l'antenne, il n'y a pas de problème. Ah non, j'ai pas. Non, je suis pas sur mon portable, je suis sur mon ordinateur. Bah, tant pis. Non, mais effectivement. Voilà, le pape recouvert de la tête aux pieds du signe de reconnaissance des pédophiles amateurs de garçons, parce qu'il y a les pédophiles amateurs de filles et les pédophiles amateurs de bébés, etc., etc. Ils ont tous des signes de reconnaissance. Et là, il était recouvert du signe des pédophiles amateurs de garçons, c'est-à-dire un triangle, grand triangle, dans lequel est inclus un petit triangle de couleur bleue. D'accord. Ok, on va passer à François. Est-ce que toi, François, tu es aussi critique que tes deux prédécesseurs sur ce pape, ou tu peux lui accorder certaines circonstances atténuantes? En tant que chrétien, je me dirais que c'est à Dieu de le juger maintenant. Non, ça c'est clair. Ce que, en revanche, je peux souligner, déjà, je fais que confirmer ce qui a été dit. Je suis particulièrement d'accord avec Marion sur l'évolution des jésuites post-Vatican II. Et effectivement, ce pape en était très symptomatique. Pour rebondir sur ce que disait Claude, le souci majeur qui se dégage de ce personnage, c'est l'injonction paradoxale qui suscite chez les gens. Tout à l'heure, Claude nous sortait les exemples de ses accointances avec la famille Rothschild et autres grandes familles ou grands groupes financiers. On a vraiment le pape des pauvres qui ne côtoie que les plus riches finalement. Et quelque part, cette injonction paradoxale, on la retrouve dans sa volonté de trop vouloir se calquer sur le progressisme et la modernité, justement en mettant en péril le dogme qui est le bouclier protecteur de la foi et sa stabilité. Donc on a un personnage qui crée finalement un personnage ambivalent, qui crée un conflit et des clivages au sein même de la communauté qu'il entend défendre. À trop vouloir s'ouvrir sur le monde, il divise les catholiques entre eux. Et ça, c'est un problème, parce que j'ai jamais vu autant de ces dévacantismes que sous ce pape-là. Et ça, finalement, pour moi, c'est l'échec majeur de son pontificat. C'est d'avoir divisé l'Église et ne pas s'être inspiré finalement du modèle de Saint-Pierre qui a su faire évoluer l'Église catholique sous Néron, quoi. C'est-à-dire que là, on a vraiment quelqu'un qui a cherché à faire comme le système qui cherche à détruire l'Église. Donc, il s'est calqué sur des valeurs antéchristiques. Et ça, c'est le gros problème. C'est le gros problème qu'il y a derrière lui. Et quand Claude nous parle de son discours sur le capitalisme, qui encourage le capitalisme, finalement, il ne fait que se calquer sur un des piliers, le premier pilier même du World Economic Forum, qui est celui qu'on appelle le stakeholder capitalisme, le capitalisme des parties prenantes, qui, en fait, veut introduire la notion politique et même tout autre type d'idéologie, donc pourquoi pas la religion, à travers le rapport marchand et le rapport à la marchandise. Donc, utiliser finalement l'économie de marché et le fétichisme de la marchandise pour promouvoir le politique. Ça, c'est une ambition du World Economic Forum. Et là, je pense qu'on a un pape qui a délaissé la religion au profit de la politique et certainement pas influencé par les bonnes personnes. Ensuite, toi, tu as parlé, Richard, de la franc-maçonnerie. Il y a probablement des influences. C'est pas moi qui en ai parlé. Hein. Dans ta petite vidéo, à un moment, je crois que tu parles un petit peu de ça. Mais quoi qu'il en soit, il y a probablement des influences maçonniques dans ses ambitions, on va dire, universalistes. Et dans ce que disait Claude, par exemple, dans la politique ouvertement woke qu'il a entendu mener au nom de l'Église. Je pense que, voilà, après, tout ça, c'est très difficile à attester. Même si on a des affaires dans les années 70-80
comme la loge Propaganda Douai, dans laquelle on avait justement pu déceler des personnes qui appartenaient au Vatican, donc des hauts gradés ou quoi. C'est très difficile à chaque fois d'établir le fait qu'il y a des liens comme ça dans les arcanes du pouvoir. Néanmoins, incontestablement, on peut dire que dans les décisions qu'il a prises, il y a des influences qui semblent être d'origine maçonnique. C'est, je veux dire, par essence, hein, je parle dans l'idéologie. Et rien que ça, déjà, c'est un problème à mon sens. Et donc, moi, ce que je trouve le plus regrettable et ce qui m'a le plus chagriné sous son pontificat, c'est finalement la division qu'il a créée lui-même au sein de l'Église catholique. Voilà, c'est juste ça. Après, pour le reste, Dieu le jugera. Exact. En tout cas, merci beaucoup pour cette analyse. Mais quand on voit la presse, quoi, qui est dithyrambique aujourd'hui, vous avez vu, c'est complètement dingue. Dans un pays laïciste, laïcard comme la France, mais incroyablement, Marion, qui suit l'histoire de la France, bah, elle voit les dérives de la laïcardise ambiante dans notre cher pays. Et quand on voit ça aujourd'hui et quand on voit la presse l'encenser, ce pape, mais les mots ne sont pas suffisamment forts, mais que ce soit la presse française et également internationale. Donc tous ces gens qui aujourd'hui crachent à la gueule de l'Église ouvertement, ils sont là pour l'encenser. Ça prouve qu'il y a là aussi un hic quelque part. Oui. Alors on met en avant également, dernier aspect là-dessus, c'est le côté environnemental. C'est un pape qui s'est éternellement battu pour l'environnement, pour le climat. Non mais vous imaginez, est-ce que c'est le rôle du pape aujourd'hui, Marion, de se battre pour le climat, quoi? Franchement, il n'y a pas d'autre chose à foutre que contre le réchauffement climatique. Contre le réchauffement climatique, tu vois. Il devrait se battre pour le réchauffement du cœur dans les églises, le cœur sacré de Jésus, le mettre en avant et évangéliser. Mais non, lui, il avait d'autres priorités par rapport à ça. Donc effectivement, qu'est-ce que peut-être dernière question, parce qu'on avait dit qu'on passerait pas quand même toute l'émission là-dessus, mais peut-être en un mot, en faisant un tour de table, mais qu'est-ce que vous espérez en tout cas, non seulement des cérémonies, parce qu'on peut en parler quand même un mot, hein, on peut en dire un mot sur ces cérémonies qui auront lieu samedi matin. Donc en France, bien sûr, les mairies, tout sera en berne, les drapeaux baissés. Les mairies françaises en berne pour le pape à Londres. Voilà. Machine, hein. On marche sur la tête, quoi, dans ce pays de dingue, quoi. Incroyable. Non, mais si la République lui rend des honneurs, ça en dit long. Exactement. C'est ça. C'est un remerciement de sa campagne pour le vaccin, sans doute. Oui, c'est ça. C'est Pfizer. Et Pfizer va pas envoyer une gerbe, non? On ne sait pas trop. Non, là, je un peu. C'est nous qui allons gerber en Et tu dis que j'exagère, Richard. Tu dis que je vais fort. C'est toi qui m'inspire, Marion, parce que là, c'est vrai que c'est incroyable. Mais bon, en tous les cas, on verra Trump qui a confirmé sa présence sur place. On verra Zelensky, le juif. Il va en profiter. Zelensky va en profiter pour tendre la main encore pour avoir quelques milliards, non? Bien sûr, il va faire la quête. Il va partir avec la quête. Ouais. Il va faire la quéquette ou la quête, pardon. Là-bas, et puis ensuite, il y aura qui? Bérou a décidé de pas y aller. Bon, lui, c'est un chrétien, mais on se demande comment il a pu créer Bérou, un parti chrétien, parce que franc-mac de premier ordre, et qui a essayé autour du christianisme de rallier un maximum de gens dans son giron. Donc là aussi, bon. Donc c'est vrai que c'est un peu une mascarade de voir ça. Et alors effectivement, Trump a annoncé sa venue. Alors ils viennent tous là maintenant pour essayer de négocier avec lui ce qu'il y a encore à négocier, parce que je crois qu'il n'y a plus grand chose à négocier. Peut-être juste un mot là, justement sur ce conflit en Ukraine, parce que ça m'intéresse. Vous êtes quand même particulièrement brillants tous les trois, et donc d'avoir votre point de vue là-dessus sur le retrait de Trump de ce conflit, en tout cas annoncé, programmé peut-être. En tout cas, dans les faits, pour l'instant, il a dit qu'il voulait plus se mêler, qu'il allait apporter sa pierre à l'édifice, mais si personne ne veut la paix, eh bien, il se retirerait. Ça laisse l'Europe exsangue, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça crée un trou énorme là aussi dans la raquette diplomatique. Vous en pensez quoi, vous, de cela en un mot, peut-être? Qui c'est qui commence? Qui c'est qui commence?
Pas moi. Allez-y, alors, allez-y, on va. Non, moi, je suis perplexe. Je suis perplexe. Je peux en parler, Il me désarçonne, Trump, donc François, ouais. j'attends voir. Parce que je pense, c'est que de toute façon, les nouveaux intérêts américains dans la dynamique multipolaire qui est en train de se mettre en place ne sont plus en Ukraine. Donc, depuis le départ, l'administration Trump, avant même de prendre le pouvoir, faisait comprendre qu'elle allait mettre injecter de moins en moins de moyens en Ukraine. Et que l'OTAN, créée en 1949, qui est aussi quelque part une forme de structure, d'entité qui sert au mondialisme dans son expansion, dans cette dynamique qui était imprimée par Zbigniew Brzezinski et autres, qui se base sur la conquête du Heartland, en fait. C'est-à-dire vraiment le côté, si on fait du Mackinder, c'est celui qui contrôle le bloc eurasien qui maîtrise le monde. Bon, ben ça, c'est fini aujourd'hui. Et cette dynamique-là s'effondre. Trump la brise, donc forcément, on se retrouve avec une Europe qui est prise au dépourvu et qui va devoir se réarmer, etc., etc. Pour faire le parallèle d'ailleurs avec le pape, ce qui est drôle, c'est que on retrouve tous ces gens-là, on retrouve donc Zelensky à la cérémonie, on retrouve aussi pas mal d'acteurs. Lui, tu disais, il parle d'écologie, ce pape. Oui, en fait, il soutient, c'est une des colonnes vertébrales du World Economic Forum, j'en parlais tout à l'heure. Je parlais du capitalisme des parties prenantes, mais l'écologie en est une. Et donc, le pape qui fait de l'écologie, c'est le pape qui applique les directives, et conformément d'ailleurs au WEF, mais également qui fait écho à l'agenda 2030 de l'ONU. On est en fait dans cette micro-caste là qui travaille à une entreprise mondialiste. Bon, aujourd'hui, on a des gens qui viennent casser ces dynamiques-là. Il y a Trump, il y a Poutine, et puis après, il y a d'autres acteurs, les Chinois, l'Inde, etc., qui ont complètement brisé la donne. Donc, ça change. Ce qu'on pourrait espérer, mais je veux pas rêver, c'est peut-être un côté trop optimiste, j'en sais rien, c'est qu'il y a un pape aussi qui s'inscrive dans cette nouvelle dynamique. Ça serait bien. Ça serait bien. Mais si c'est pas le cas, ça complexifiera les choses encore une fois de plus. Alors, effectivement, il y a la presse allemande là ce soir qui dit à la une du Frankfurter Allgemeine Zeitung, il faudrait que le nouveau pape soit anti-Trump. C'est quand même c'est intéressant. C'est mal barré parce que Trump, il s'est quand même drôlement entouré de catholiques. Hein. C'est remarquable. Alors, ouais. Après Trump, on peut lui reprocher aussi d'être entouré d'évangélistes, d'être entouré d'évangélistes sionistes. Hein, on le sait aussi. Alors, même si là, aujourd'hui, il est en train de contrecarrer un peu les plans de Netanyahou, visiblement, d'après ce qu'on sait, on en saura plus cette semaine parce qu'on a des spécialistes qui viennent là-dessus. Mais bon, voilà. Bon, et toi, Claude, alors, peut-être un petit mot, là, avant Marie. Oui, de toute façon, il y a une nouvelle là qui vient de tomber, c'est que Donald Trump espère signer un accord de cessez-le-feu et de paix dans les 3 jours, là. C'est-à-dire que là, ça vient de tomber, hein, la nouvelle est tombée depuis quelques heures. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'effectivement, Donald Trump et Vladimir Poutine veulent effectivement un cessez-le-feu et veulent ensuite une paix durable. Maintenant, le problème, c'est que, et d'ailleurs Steve Witkoff va repartir, je crois, va aller voir Vladimir Poutine là demain, après-demain. Enfin, c'est vraiment imminent. Maintenant, la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, la va-t-en-guerre Kaja Kallas, a déjà prévenu que de toute façon l'Union européenne ne reconnaîtrait jamais que la Crimée puisse revenir à la Russie. Donc déjà, ça devient compliqué. Je viens d'apprendre aussi que la Suède alors attendez. Il y en a combien? Il y a la Suède, la Finlande, la Norvège, la Lituanie viennent d'acheter des blindés pour renforcer leurs frontières avec la Fédération de Russie. On croit rêver quand même, hein. Ils ont pas autre chose à foutre que d'acheter des blindés. Et le problème, ils les achètent auprès de qui? Des Américains, j'imagine. Pardon? Ils les achètent auprès de qui? Auprès des Américains.
Ah oui, ça c'est pas, oui, ça j'ai pas suivi qui, mais alors ce qui est inquiétant, c'est que Jean-Noël Barrot, notre ministre des Affaires étrangères, vient de dire que de toute façon la ligne rouge devrait être respectée et qu'il est hors de question que l'Ukraine abandonne des choses, etc., au profit de la Fédération de Russie. Ceci dit, il y a un revirement ce soir assez intéressant. Et c'est tombé il y a 1 heure ou deux. Volodymyr Zelensky se dirait prêt à négocier en direct avec Vladimir Poutine. Ah, là, on se dit, ah, il y a un petit changement. Le dictateur de Kiev, tout d'un coup, peut-être on arriverait à la raison. Alors le problème, c'est que il soumettrait l'idée d'envoyer des casques bleus à la fois des pays européens et de pays non faisant partie de l'OTAN pour en Ukraine de façon à, s'il y a un cessez-le-feu, d'être sûr de maintenir une paix durable. Et là, je sens arriver les embrouilles parce que les attentats sous faux drapeau, moi, les casques bleus, on a vu ce qui s'est passé dans le Kosovo à l'époque du dépeçage de l'ex-Yougoslavie. J'ai évidemment zéro confiance quand on voit tout ce qui est capable, tout ce que sont capables les services secrets, notamment la CIA, etc., derrière. Évidemment, et d'ailleurs le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, a dit qu'il était hors de question qu'une troupe effectivement envoyée en Ukraine de soldats européens et extra-européens pour soi-disant maintenir des accords de cessez-le-feu et de paix durable. Donc on voit bien qu'on a malheureusement Donald Trump et Vladimir Poutine qui aimeraient bien en finir avec cette guerre insensée, qui est quand même un vrai carnage, hein, je le rappelle. On en est à quasiment 1 million de morts quand même, hein, sans compter. Et là, civils et militaires. Ce qu'il faut pas croire, hein, ça a fait beaucoup de dégâts. Et il serait temps effectivement que cette guerre insensée s'arrête. Mais on voit bien que nos va-t-en-guerre européens, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Keir Starmer, le ministre anglais, Friedrich Merz, et le nouveau chancelier allemand, qui est exactement comme les deux premiers que je viens de citer, et Ursula von der Leyen, ne sont pas du tout de cet avis. C'est que ce quatuor satanique, et je pèse mes mots, et ce sont des mots qui n'engagent que moi, effectivement, veut continuer absolument la guerre. Et d'ailleurs, c'est un peu l'objet de mon livre que je viens de sortir, de mon recueil, mais je pense qu'on va en parler, on va en parler tout à l'heure. Donc voilà les derniers rebondissements en Ukraine, là. Voilà, j'aimais bien à l'époque où je présentais les journaux d'avoir quelqu'un à côté de moi qui disait alors, je passe la parole à les toutes dernières nouvelles du jour. Je viens de voir qu'il se passe ça sur l'AFP, il y a eu ça. Bah, toi, Claude, tu es parfait dans ce rôle-là. Hein, c'est magnifique. Là, tu nous as réactualisé cette info de dernière minute que tu mets sur le devant de la scène. En tout cas, merci beaucoup. Je tiens, alors qu'on va passer à la deuxième partie de cette émission, donc au livre de chacun de nos auteurs, parce que ils sont venus aussi pour ça, vraiment à saluer Lou, qui a eu droit à une garde à vue aujourd'hui, une de plus autour de nous. Qui ça, qui? Lou. Alors, je vais pas donner son nom pour pas parce que je suis pas sûr qu'elle veuille trop qu'on en parle, mais on va l'appeler Lou ce soir ici sur cette antenne. En tout cas, c'est une amie qui a un site internet qui marche très bien et qui a été très inquiétée, garde à vue, voilà. Et c'est vrai qu'autour de nous, on ne voit que ça aujourd'hui. Je veux dire, il faut vraiment, pour faire le métier qui est le vôtre aujourd'hui, qui est le nôtre, quasiment quitter le pays, hein, parce que vraiment, on ne sait pas à quelle sauce on va être bouffé. Hein. Moi-même, j'ai été convoqué par la police là, dans les heures qui viennent pour une convocation officielle. Donc, je ne sais pas à quoi je peux m'attendre, hein, mais ça ne rigole pas dans ce pays, il faut le savoir. Hein, c'est une véritable dictature maintenant. Hein. Il suffit de dire ce qu'on dit ce soir à l'antenne pour être incriminé par les LGBT, par les mouvements sionistes, par les mouvements gouvernementaux, par ci, par ça. Quoi. Toutes les raisons sont bonnes maintenant pour nous foutre au placard, en garde à vue, ou être victime de tas de choses, quoi. Je veux dire, c'est plus possible. Je l'ai dit sur cette antenne. Moi, je sors exsangue d'un contrôle fiscal qui a duré 1 an. J'ai dû aller 5 fois au pôle financier à Paris, où finalement j'ai été blanchi en quelque sorte, parce que rien de pénal contre moi. Mais ils m'ont fait chier, quoi. Ils m'emmerdent. Et je veux dire, c'est pas possible. En permanence, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, c'est plus possible. On peut plus vivre dans ce pays. Et maintenant, on est convoqué comme ça en permanence.
J'ai déjà été au commissariat de police, j'ai été en garde à vue. Maintenant, je vais devoir repartir. Tout ça parce que je fais mon travail de journaliste ici à l'antenne, quoi. Donc, faites très attention, hein, messieurs, dames, qui êtes sur cette antenne. Il faut quand même, François, c'est scandaleux, non? Peut-être avant de parler du livre, juste un mot par rapport à ça, parce que les gens se sentent très impliqués là-dedans. Ils sont très regardants par rapport au traitement qu'on nous réserve à nous, qui sommes médiatiques, si vous voulez, tous les quatre. Donc, on doit dire un mot, quoi, peut-être juste là-dessus, sur cette dérive aujourd'hui française qui est intolérable. Tu parles à quelqu'un qui a perdu son emploi de professeur à cause de ses prises de position. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, j'ai pas de travail, hormis le fait de faire mes conférences et écrire des livres. Mais c'est pas comme ça, c'est très difficile de vivre que de ça. Tu peux pas vivre que de ça de toute façon. Si j'avais pas une femme qui a un travail et que je touchais pas une petite pré-retraite avec la gendarmerie, je sais pas comment je ferais. Déjà, c'est pas évident. Donc, certes, je me sens quand même beaucoup plus épanoui aujourd'hui, maintenant que je peux parler et revendiquer mes idées librement, mais c'est au prix d'un sacrifice matériel au sein de cette société. Mais pour moi, ça le valait. En réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent combattre, mais qui sont pas du tout prêts à y consentir à ça. C'est très compliqué. En tout cas, c'est beaucoup plus facile de le dire que de le vivre. Voilà. Donc mais oui, bien sûr. Ben là, tu prêches un converti. Ah ouais, je prêche un convaincu, ouais, effectivement, puisque c'est le prêche, c'est un peu le fil conducteur de cette soirée. On a commencé par le prêche du pape et puis maintenant le prêche du converti, du convaincu. Et toi, Marion, tu te sens comme un oiseau sur la branche, prêt à tout moment à voler en éclats, ou au contraire, tu te sens très assise dans ta position? Je vis depuis plusieurs semaines dans un état de stress très intense. J'essaie de vivre avec, j'essaie de me construire une sérénité par-dessus ce stress. Le stress, c'est également l'accélération des événements, l'accélération de la révélation, parce qu'on vit vraiment des temps de révélation. Moi qui m'intéresse aux questions concernant les enfants, la pédocriminalité, la sexualisation de la société et tout, je peux dire que les révélations qui ont cours en ce moment, c'est vertigineux par rapport à ce qui se disait avant. Je regarde ce que savait une population sur les trafics d'enfants il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles. Les gens ne savaient rigoureusement rien et beaucoup de terreurs étaient capables d'être déclenchées pour les empêcher de savoir. À l'heure actuelle, maintenant, c'est enseigné dans les écoles. On montre aux enfants des choses qu'on s'efforçait de leur épargner, enfin d'épargner aux êtres humains leur vie durant. On le montre maintenant aux enfants dans les petites classes. Il y a une accélération à la fois du mal et de la révélation du mal qui donne le vertige. Et je ne sais pas si je suis menacée, je ne sais pas par quoi je suis menacée, mais je vis dans un état de stress assez intense, avec lesquels j'essaie de vivre à la fois au mieux et de façon la plus productive possible. C'est-à-dire j'essaie de transformer le stress en travail et le travail en quelque chose d'utile, d'utile pour la cause, d'utile pour nous tous. Voilà où j'en suis. Ta foi te porte énormément là-dedans, justement, dans la gestion du stress? Oh oui, bien sûr. La foi, c'est la motivation première, en fait. Pourquoi est-ce qu'on fait quelque chose plutôt que rien? Ben, c'est parce qu'on pense qu'il y a une justice par-dessus et qu'on rendra des comptes et que on est redevable à quelqu'un, à quelque chose, à nos aïeux peut-être également, et puis à nos aïeux qui sont derrière et à une vie à venir qui est devant. On est redevable de ce qu'on aura fait, de ce qu'on aura dit, de ce qu'on n'aura pas fait, de ce qu'on n'aura pas dit. Et je pense que mener sa vie, c'est savoir au mieux remplir cette obligation morale qui est de s'accomplir et de faire ce pourquoi on est là. Il y a une parabole de l'Évangile qui m'a toujours beaucoup inspirée. C'est la parabole des talents. Vous avez un maître qui donne à ses serviteurs de l'argent, il part en voyage, et quand il revient de voyage, il appelle le premier, il dit: je te donnais 5 talents, qu'est-ce que tu en as fait? Il dit: je les ai fait fructifier, en voilà 10. Et là, le maître lui dit: je te les donne. Il fait venir le deuxième: je t'en ai donné 3, qu'en as-tu fait? Je les ai fait fructifier, en voilà 6, je te les donne. Et le troisième: qu'est-ce que tu en as fait? J'ai eu peur de le perdre, je l'ai enterré. Tu le rendras et puis tu iras en prison. Et je te donne des talents et tu les fais pas fructifier, tu es criminel. Et le talent, c'est à la fois la pièce de monnaie et puis c'est dans l'image les grâces que nous avons reçues à la naissance qui nous donnent les possibilités de faire
plutôt mieux ceci plutôt que cela et qui nous donnent obligation pour réussir notre vie, de les faire fructifier, de les mettre en pratique. Et c'est ce que j'essaye au mieux de faire et c'est ce que je crois que les gens qui m'entourent et qui vivent le mieux font également. Et je pense que, franchement, Richard, je crois que c'est ce que tu fais. Claude, quoi, je crois également que c'est ce que tu fais. François, on ne se connaît pas, enfin, on s'est croisés, on ne se connaît pas, donc mais je veux bien y supposer que c'est ça aussi. Et c'est vrai que c'est la foi qui porte. Et je pense que des gens qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas le sentiment d'une transcendance, je crois qu'ils ont beaucoup de difficultés à mener le combat de cette manière-là. Voilà, c'est une expérience de la chose. Quel talent, et toi, tu as trouvé vraiment ton talent, je veux dire, t'as eu vraiment, je veux dire, toute la portée de ce talent vraiment au plus haut niveau et que tu exprimes parfaitement à la fois verbalement et par écrit aussi. On va revenir dans un instant vraiment sur ton livre, ce dernier qui vient de paraître. Claude, toi, tu as décidé de vivre comment cette période de stress dont nous parlait Marion là il y a un instant? La période de stress, c'est vrai que j'ai été habitué, bon, je veux pas raconter toute ma vie, mais j'ai été habitué malgré moi très tôt à des périodes de stress, en ce sens où moi j'ai passé une enfance et une adolescence dans une banlieue assez sordide, donc confronté à la violence omniprésente au quotidien. Donc en fait, tout ce qu'on peut raconter sur les banlieues, moi je l'ai vécu effectivement dans les années 60-70. Ensuite, j'ai été confronté très vite, et malgré moi aussi, aux effets des radiations nucléaires. En 74, je fais mon service, ça me rajeunit pas, hein, à Tahiti. Je me dis super, j'ai 20 ans en 74. Je me dis 20 ans, super, Tahiti, le ciel bleu, les vainés, le sable chaud, le top. Et j'arrive là-bas, j'avais oublié un détail, entre guillemets, le mot détail, c'est une explosion d'une bombe atomique comme il y en avait une chaque année, et là, sur l'atoll de Mururoa. 74, le tir est raté, l'explosion atomique a lieu, mais les vents, au lieu d'aller porter les radiations nucléaires et aller irradier nos voisins australiens et néo-zélandais, il y a des vents violents qui ont rabattu le nuage radioactif sur Tahiti et l'archipel des Tuamotu, contaminant 160 000 personnes à leur insu. C'est bien. Moi, y compris. Ça s'est pas arrêté comme ça, l'île à la frontière allemande? Non. Il y avait rien pour arrêter. Non, il y avait rien. Non, ça ne s'arrête pas comme ça. Alors là, ce qui m'a un peu choqué, même beaucoup choqué, c'est que le haut commandement militaire savait très bien ce qui allait se passer. Ils se sont certainement protégés eux. Et ils ont sciemment choisi de ne pas informer la population civile et militaire de l'époque. En réalité, il y a trois choses à faire en cas de retombée de radiation nucléaire. Et pour le coup, le confinement est correct, c'est-à-dire il faut rester chez soi, être enfermé 3-4 jours, ne pas sortir pour éviter les radiations. Il faut boire de l'eau en bouteille, en avoir stocké chez soi. Il faut prendre des pastilles d'iode. Ce sont les trois éléments essentiels. Le haut commandement militaire, donc l'amiral en chef de l'époque qui commandait tous les corps d'armée de l'époque, a sciemment choisi de ne pas avertir la population. Donc lui, avec ses hauts cadres, ils se sont protégés, ça j'en suis absolument persuadé, et ils ont laissé se contaminer tout le monde. Le résultat des cours, je vais pas trop m'étendre là-dessus parce que sinon j'en aurais pour longtemps. Le résultat des cours, c'est quand on est revenu, mes amis et moi, il y en a certains qui sont morts de cancer foudroyant, d'autres qui sont tombés vraiment pas bien. Bref, on est rentré, on n'était pas très en forme et on a appris un peu plus tard qu'on était tous devenus stériles, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pu avoir d'enfants. Moi y compris. Donc à partir de ce moment-là, le stress, je l'ai pris en pleine poire. Et là, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut avoir confiance dans un gouvernement ou dans un corps d'armée? Et j'avais 20 ans à l'époque, j'ai dit non. Et pourtant, c'était en 74, donc 75 quand je suis rentré. Et à partir de ce moment-là, j'ai choisi donc de me rebeller. Mais pas rebelle dans le sens de remettre en cause tout et n'importe quoi, mais de dénoncer ce qui mérite de l'être. Donc ça fait 20 ans maintenant que j'ai pris la plume
et que malgré moi, parce que je n'étais pas censé me mettre à l'écriture, je me suis dit, il est temps que je dénonce ce qui mérite de l'être. Et sur ce que je viens de raconter là, je vais écrire un livre. Je le dois à des amis qui sont morts, je le dois à quelques amis qui sont encore vivants, et j'ai un devoir de mémoire envers eux, envers tous ceux que je n'ai pas connus aussi et qui ont subi j'allais dire cette saloperie, mais c'est ça. En fait, les radiations nucléaires, c'est ça. Ouais. Donc voilà, ça c'était ma période de stress. Merci pour ce témoignage. Et donc c'est vrai que Oui. je suis un peu habitué malgré moi au stress, donc je dis pas que c'est bien, mais malheureusement la vie m'a appris malgré moi que il y a souvent malheureusement beaucoup de stress. Bon, en plus j'étais très stressé durant ces 2 dernières années parce que mon épouse est tombée gravement malade, elle s'en sort maintenant grâce à Dieu. Mais donc c'est vrai que voilà, mais je fais avec. Mais quelquefois, ça commence à me fatiguer un peu. Mais bon, ceci dit, on continuera, je continue à dénoncer ce qui mérite de l'être. Et j'essaye toujours d'avoir le sourire parce qu'on m'a toujours habitué à me dire, après tout, c'est pas parce que tu as des problèmes qu'il faut pas sourire. Donc voilà, c'est pour ça, je reste quand même un peu optimiste quand même. Voilà, je t'ai toujours connu avec le sourire, garde-le, et en tous les cas, on est C'est vrai. Tu continues le combat. Donc maintenant, on va passer à vos livres respectifs. Hein. Alors là, je vais vous faire un travail de média training. On va commencer par Marion. Marion, alors après la Marche Rouge, qui a été c'est une réédition. Hein. La Marche Rouge, c'est une réédition. C'est la 4e réédition de ce livre qui est sorti à l'origine en 2008. Mais là, c'est un livre original que je viens de sortir. C'est une édition originale. Alors pourquoi ce nouveau livre? Alors, c'est un livre que j'ai intitulé Sexologie et mensonges, qui est le titre, et Le combat de Judith Reisman, qui est le sous-titre. À l'origine, des amis m'ont convaincu, mais plusieurs amis, c'est-à-dire que c'est venu de plusieurs sources tout à fait bienveillantes à l'extérieur de mon cercle immédiat, qui m'ont dit, Marion, tu as beaucoup promu le travail de Judith Reisman, mais est-ce que les gens ont lu les livres qu'elle a écrits et qui ont été finalement traduits en français, hein? Donc, grâce à mon intermédiaire, un livre de Judith Reisman a été traduit en français. Grâce aux éditions Saint-Rémy, un 2e livre d'elle. Ces 2 livres essentiels ont été traduits en français. J'ai ensuite contribué à faire traduire son dernier ouvrage qui a été mis sur la toile. Qui lit des ouvrages aussi gros, aussi touffus, aussi... Et on m'a dit, écoute, il faudrait que tu fasses connaître Judith dans sa partie personnelle puisque tu l'as connue. Donc, j'ai commencé à me pencher. Alors bon, j'ai accès aux archives de l'Institut Reisman. J'ai commencé à rédiger des choses concernant sa jeunesse, ses aïeux dans le Yiddishland, puisque son grand-père et sa grand-mère étaient originaires de Varsovie, c'était des juifs des juifs russes habitant en Pologne, mais ses 2 parents sont nés aux États-Unis, donc elle est native américaine de natifs américains, et elle s'est lancée à l'âge de 31-32 ans dans ce combat absolument gigantesque de dénonciation de l'imposture de Kinsey. Donc là, mon premier. Alors, pour les gens, Kinsey, c'est Kinsey. Alors Kinsey, c'est le monsieur qui a déclenché, grâce à qui a été déclenché. Ouais. Alfred Kinsey est un monsieur grâce à cause de qui a été déclenché ce qu'on appelait la révolution sexuelle, c'est-à-dire le renversement des valeurs familiales traditionnelles en direction de la révolution qu'on a vue, c'est-à-dire que tout ce qui était mal devient scientifiquement validé. C'est la promotion de la sexualisation des enfants, de mettre la révolution sexuelle a consisté à mettre le sexe sur la place publique, à faire des problèmes intimes qui étaient jusqu'alors intimes, des problèmes de société. Ça a été la promotion de l'homosexualité comme on n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Ça a été la promotion d'un renversement du regard sur les femmes. Les femmes sont devenues les opprimées, les hommes qui sont devenus les affreux jojos. Enfin, toute cette révolution sexuelle qui s'est déclenchée aux États-Unis en 1948, et qui a atteint l'Europe et la France en particulier, mais l'Europe aux alentours de 67, 68, 69. Judith Reisman a été au cœur de cette révolution, puisqu'elle a découvert que le père de cette révolution sexuelle, à savoir Alfred Kinsey, était un imposteur intégral. C'était un menteur, c'était un obsédé sexuel, c'était un harceleur, c'était un sadique, c'était un type absolument abominable qui a été promu sur la planète entière grâce au fonds largement répandu sur son œuvre de l'Institut Rockefeller avec l'aide de la CIA. Financé par Rockefeller, ouais. Financé par l'Institut Rockefeller. Et le Judith Reisman
a découvert que la pseudo-science, la science, parce que la révolution sexuelle a consisté à dire laissons tomber la morale et faisons tomber la science sous le regard unique de la science. Et la science, la sexologie, c'est-à-dire la sexologie, est-ce que c'est une science? J'ai écrit ce livre qui s'appelle maintenant Sexologie et mensonges pour vous montrer ce que j'en pense, c'est-à-dire que à travers l'histoire, à partir de l'histoire personnelle de Judith Reisman, que j'ai eu le bonheur de connaître et dont j'ai été l'amie pendant quelques années, je veux démontrer l'imposture de ce qu'est la sexologie, et j'ai dans ce livre utilisé trois gros chapitres à ce qu'a été la sexologie en France, c'est-à-dire à dénoncer les mensonges de cette caste de super menteurs, quoi, qui ont pris le relais pour la France des mensonges de Kinsey. Donc, c'est un livre qui raconte à la fois la genèse et la jeunesse de Judith Reisman, la genèse également de ce qu'a été la sexologie, avec un petit détour vers l'Allemagne nazie, parce qu'il fallait pas louper quand même fallait pas louper ça, fallait pas louper l'occasion. Les sexologues français disent que l'épouvantable autodafé, on disait pas autodafé, mais enfin l'épouvantable séance de mai 1933 où les nazis ont brûlé toutes les découvertes scientifiques des sexologues allemands, excusez-moi, mais ce qu'ils ont brûlé, c'est une littérature pédopornographique absolument abominable. Alors je dis pas qu'il y avait pas d'homosexuels parmi les nazis, parce que d'abord c'eût été une aberration qu'il n'y en ait pas, puisque les homosexuels, c'est quand même ce sont des gens qu'on trouve absolument partout. Et il est vrai qu'il y a une esthétique nazie homosexuelle, mais ce que les jeunes nazis ont brûlé en 1933, c'est une littérature pédopornographique absolument scandaleuse. Et voilà, donc il y a une façon de présenter les choses qui est toujours mensongère. Et en matière de sexologie, moi, ce que je dénonce, c'est les mensonges permanents qui reprennent sans arrêt sur les horreurs du patriarcat, les horreurs de la situation des femmes. Et alors, le mensonge des mensonges, celui que Judith Reisman a dénoncé dès le début et qui fait l'alpha et l'oméga de ce livre, c'est de démontrer comment le fondement de cette nouvelle idéologie est fondé sur le crime qui dit les enfants sont sexuels dès la naissance. C'est-à-dire que toute la révolution sexuelle et tout ce qui justifie à l'heure actuelle à la fois le retrait, tous ces retraits des enfants des familles, au nom des droits sexuels des enfants, au nom d'une certaine liberté qu'auraient les enfants de pouvoir exprimer leur sexualité, tout ce qui est la sexualisation des enfants à l'école, c'est-à-dire l'éducation à la sexualité, tout ça c'est fondé sur le mensonge des mensonges d'Alfred Kinsey, lesquels mensonges sont fondés sur un crime de masse qui a touché plusieurs milliers d'enfants, qui ont été violés, masturbés, torturés pendant des jours et des nuits pour obtenir des convulsions, des évanouissements, des tentatives de fuite qui ont été catalogué orgasme. Et c'est à partir de cette imposture criminelle que la révolution sexuelle a été déclenchée. Il fallait le dire, il fallait le redire. Je m'efforce dans ce livre de remonter à la source de cette imposture, de montrer quel a été le combat de Judith Reisman contre cette imposture. Judith Reisman, qui était à ce moment-là une femme seule, elle était divorcée, ses enfants étaient partis vivre en Israël. Elle s'est retrouvée absolument seule pour mener ce combat, pour dénoncer l'imposture. Elle a déclenché contre elle trois enquêtes hostiles du Congrès. Elle a déclenché contre elle toute la presse qui s'est coalisée pour la faire taire au nom de la liberté d'expression. Parce qu'au nom de la liberté d'expression, il fallait la faire taire. Ça vous rappelle quelque chose? Il faut absolument appliquer la censure pour que la liberté puisse s'exprimer. C'est exactement ce qu'on lui a opposé. Et elle est restée droite comme un lit. Elle n'a jamais plié. Et elle est morte il y a quelques années, elle est morte il y a 4 ans maintenant, droite comme un mine, n'ayant jamais renoncé. C'était une personne d'une grande probité, d'une grandeur exceptionnelle et d'une gentillesse absolument exquise. C'était un amour de femme, elle était rigolote. J'ai vécu avec elle des moments absolument délicieux, somptueux. Je l'ai fait venir en France, je l'ai retrouvée au Québec, je l'ai rencontrée à Zagreb en Croatie. Enfin, c'est le récit sexologie et mensonge, c'est à travers le prisme du combat de cette femme et de notre rencontre et de notre combat commun, l'histoire de cette imposture qui nous mène aujourd'hui à la fin pratiquement de l'enfance et de la famille, de la fin programmée de l'enfance et de la famille, c'est-à-dire la sexualisation des enfants. Alors, le sexe est une grande et belle chose qui est faite, qui est beaucoup trop grande et trop belle pour être dévoyée et mise entre les mains de grands pervers et de grands maniaques comme ces gens-là. Le sexe ne regarde pas les enfants. Les enfants doivent être prémunis,
protégés de la vision du sexe et de la préoccupation du sexe. Il y a une réalité à l'heure actuelle que Judith a dénoncée, puisqu'elle l'a vécu dans sa chair, et qu'elle n'a cessé de dénoncer, et pour laquelle je prends le relais pour le dénoncer, c'est que la sexualisation mène au viol des enfants par d'autres enfants. C'est le crime des crimes. Dès qu'un enfant devient sexuellement actif, il n'est plus un enfant, et il devient petit à petit un monstre. Sauvons l'humanité, sauvons les enfants, c'est le cri de ce oui, parce que derrière c'est le mien, c'est le mien. Oui. Derrière tout ça, on s'en doute, c'est la destruction avant tout de l'innocence, quoi. Et c'est la... Oui, tu voulais dire. Non, vas-y. Bon, donc c'est un livre à la fois synthèse de ce qu'a été l'irruption de la sexologie en France. Au prix de quel mensonge? Comment a-t-on fait pour faire avaler en France une révolution sexuelle que personne n'a demandé, que personne n'a voulu? Comment a été imposé en France l'avortement comme un bien, alors que l'avortement a toujours été considéré comme quelque chose de honteux et qui devait être absolument évité? J'ai étudié les textes, j'ai étudié les arcanes de toutes ces histoires-là. Je fais également un chapitre spécial dans ce livre pour raconter comment une série de francs-maçons, on va les nommer, a décidé en 1992 de réhabiliter le pire pédocriminel que l'histoire de France ait porté, qui était le maréchal Gilles de Rais, au titre que c'est l'Église qui l'aurait condamné, ce qui est historiquement faux, et au titre que on a bien le droit d'être homosexuel, et Gilles de Rais était homosexuel, et de quel droit l'accuse-t-on? On n'a jamais condamné Gilles de Rais pour avoir été homosexuel, mais pour avoir enlevé, torturé, massacré, violé et fait disparaître 200 enfants en moins de 10 ans, en 8 ans. 200 enfants en 8 ans. Et ces gens se sont présentés en disant « c'est faux, il est innocent », et ils ont même demandé au président de la République, François Mitterrand, qui ne s'est pas déshonoré, c'est-à-dire qu'il a repoussé. Ils ont même fait appel au pape pour faire réhabiliter Gilles de Rais. Ils ont même demandé qu'une statue équestre soit érigée devant son château de Tifonge dans le pays de Rais, c'est-à-dire entre Bretagne et Vendée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ces gens-là sont les défenseurs d'Alfred Kinsey. C'est-à-dire que je fais un parallèle et j'explique, source à l'appui, que les gens qui ont demandé la réhabilitation du pire pédocriminel de l'histoire sont les mêmes qui veulent absolument assurer la sexualisation des enfants, la promotion des thèses d'Alfred Kinsey, etc. Voilà. Alors je dénonce. Textes à l'appui, avec tout l'amour et l'admiration que j'avais pour cette grande dame. Alors, elle était toute petite, c'est double pâté patachon. Moi, je suis plutôt grande et elle était plutôt petite. Et nous avons vécu une très belle amitié qui a duré, pas beaucoup, 4 ans, 5 ans quand même. Elle est morte. Elle est morte en 21. Nous nous sommes connus en 2014. On a eu quand même, nous avons connu de grands moments. Et alors, j'annonce également que peu avant de mourir, elle m'a envoyé son dernier texte, que ce dernier texte, je l'ai traduit, enfin, je l'ai fait traduire par un pool de traducteurs amateurs. Ensuite, je l'ai édité, je l'ai travaillé et tout. Je l'ai mis sur la toile où personne ne le lit et je viens d'obtenir aujourd'hui l'autorisation de l'Institut Kinsey, c'est-à-dire de ses ayants droit, que je connais en l'occurrence, puisque je les ai rencontrés. Ce sont deux dames qui viennent de me donner par écrit l'autorisation de publier ce livre sous la bannière de Réhistoire pour tous, qui est donc maintenant chez Book Édition la bannière de ce que j'entends publier, soit de ma plume, ce qui est le cas de ce livre Sexologie et mensonges de la Marche Rousse que je réédite, et de maintenant de ce livre de Judith. Donc, je viens de sortir un livre sur Judith Reisman et je m'apprête, dans les semaines qui viennent, à publier le dernier livre de Judith Reisman. Voilà, c'est la nouvelle du jour. Et je suis très, très honorée que l'Institut Reisman vienne de me donner cette autorisation. Voilà. Ouais. Écoute, en tout cas, super. Et là, effectivement, il y a quelqu'un qui nous dit que l'Institut Kinsey pour la recherche en sexologie, genre et reproduction, a obtenu, c'était en 2014, je crois, absolument, le consultatif spécial auprès du Conseil économique et social de l'ONU. Est-ce qu'il y avait d'ailleurs la CIA, me demande ce téléspectateur? Bien sûr. Alors ça, c'est Judith en donne, l'influence de la CIA dans ces horreurs. Judith en donne précisément le détail dans le livre qui va sortir et qui s'appelle Kinsey, Rockefeller et la CIA
au service du nouvel ordre mondial. Donc, ça sera le titre. Et oui, bien sûr que la CIA intervient. Et Judith en donne véritablement le détail. Donc, ça n'est pas encore le rôle de la CIA, ça n'est pas dans ce livre que je viens de sortir, qui raconte vraiment en détail le combat héroïque de Judith et ce qu'a été les mensonges de la sexologie en France. Ce sera l'objet de ce prochain livre qui s'appellera donc Kinsey, Rockefeller et la CIA au service du nouvel ordre mondial. Voilà. Ah bah voilà, c'est la réponse est là. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Peut-être que les deux autres invités veulent peut-être juste réagir par rapport à ça, interagir. Tu peux montrer la couverture du livre ou pas? Tu peux la montrer? Oui, là, je vais pouvoir le faire, hein, bien entendu. Et je l'ai pas fait encore. Je manque à tous mes devoirs aujourd'hui avec ces très belles photos réalisées par ta nièce, figure-toi. Hein, ça, ma filleule. Ta filleule. Oui, voilà. Voilà. Super. Le joli sourire de Judith, hein. C'est une photo qui date de peu de temps avant sa mort. Voilà. Elle était toujours souriante, toujours bienveillante, toujours pleine d'humour. Ceux qui ont connu Judith ont forcément connu ses éclats de rire. The Book Edition. Book Edition, voilà. Alors, je dis Book Edition, hein, je me permets d'essayer de prononcer à la française, parce que The Book Edition, pour faire une maison d'édition, des publications françaises, je trouve ça un peu dommage. Bon, j'ai infiniment de respect pour ces gens-là qui font du joli travail. Ouais, donc, je le dis à la française, Book Edition. Ouais, j'ai été les voir à Lille, j'ai fait un reportage chez eux, c'est magnifique à côté de Lille. Là. Ils ont des c'est bien ça. Ils sont très très sympas en plus. Voilà. En tout cas, merci. Peut-être un petit mot de chacun de vous deux, François, sur le livre. Ça vous donne envie, vous n'allez pas dire le contraire, hein, direz-vous, de le lire. Mais je sais que vous êtes tous les deux très très sensibilisés à ces questions-là, bien entendu. Claude, toi tu en parles sur ta chaîne. On peut du reste remercier notre ami commun, hein, de diriger cette chaîne si bien, Eric Montana. Et puis toi, François, on a parlé des tonnes de fois hein, sur ce sujet-là. Hein. Oui, j'ai beaucoup travaillé et notamment sur l'hypersexualisation de la société. Ce qui m'intéresse, moi, c'est plus l'instrumentalisation politique et en termes d'ingénierie sociale. C'est-à-dire que le sexe est une question qui est réellement intersectionnelle, à partir de laquelle on peut l'utiliser comme levier dans plein de secteurs politiques, mais aussi économiques. Ça peut être au sein de la notion de famille, remettre en question le patriarcat, développer des nouveaux marchés économiques, notamment sur la procréation, GPA, tout ça. On peut envisager plein de choses et on peut aussi aller au-delà de ça, c'est-à-dire que derrière, par exemple, l'idéologie transgenre qui découle hein, de toute façon de tout ce système et de toutes ces recherches, il y a la volonté de transcender les déterminismes biologiques. Quelque part, il y a une convergence aussi avec ce que les transhumanistes appellent la condition post-humaine, qui consiste à transcender justement ces déterminismes biologiques. Alors, du point de vue du transhumanisme, ça va être par la technologie, mais du point de vue de l'idéologie transgenre, ça va être conceptuel, c'est-à-dire qu'on va dire non, le déterminisme en tant que tel n'existe pas, je suis maître de ce que je veux être et donc j'ai le droit de m'inventer n'importe quelle identité. Et quand on regarde finalement, il y a une convergence des idéologies qui tend à engendrer un grand bouleversement anthropologique chez l'homme. Et tous ces mouvements-là participent par ailleurs à la réification de l'homme. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé. Et ce sont aussi des objets qui sont abordés directement dans mon livre, Captionem, qui est lui un roman, mais qui a cette ambition d'aller plus loin un petit peu que les réflexions de 1984. J'avais promis à Marion de malheureusement pas la garder peut-être trop longtemps. Elle est venue pour nous parler, à moins que tu veuilles rester à Marion. Mais je suis un peu épuisé. Je suis complètement épuisé. En tout cas, on te remercie infiniment d'être venu. Je sais que tu as ta filleule à côté de toi et que
tu vas passer la fin de la soirée avec elle. Donc, oh non, je vais aller tout de suite me coucher. Je crois automne hiver. En tout cas, parce que, attends, en revenant de Marseille, je suis partie en région parisienne pour une interview. Je vais me passer une journée d'interview. Vous en saurez plus dans pas longtemps parce que j'attends qu'elle soit en ligne pour que vous compreniez où j'étais. J'ai passé une journée exceptionnelle. Je suis oui. Je vois où tu étais. Je vois où tu étais. Très bien. Figure-toi que cette personne, je l'aime beaucoup et il m'a très gentiment remis un prix que je n'ai pas voulu, que je n'ai pas pu accepter en fait. Ah bon, écoute, tu vois ce que je vous souhaite, messieurs, cher Claude, que je reprends régulièrement, cher Richard. Merci d'être venu en tout cas ce soir. Merci François. À très bientôt, je pense. Nous nous voyons bientôt, j'imagine. Bonne soirée, Marion. Merci de m'avoir invité. Merci. Et bravo Marion, hein, bravo Marion. Ne lâche rien, on ne lâche rien. Alors voilà, Claude, tu vas nous parler toi de ton livre, alors qui n'est pas à connotation sexuelle là pour le coup, hein, on en a parlé. Non, pour le coup, non, il n'est pas à connotation sexuelle. Bah, de toute façon, ce qu'expliquait Marion, je l'avais dénoncé aussi moi dans Les Démasqués, hein, qui dirige réellement le monde, sorti septembre 2023, puisque j'avais tout un chapitre consacré à Kinsey, etc., puisqu'en fait, chaque fois que je fais une conférence, je démarre toujours, quand on me pose la question, il y a deux grands fléaux sur ce monde. Il y a la haute finance internationale d'un côté et les réseaux et la pédocriminalité de l'autre. De toute façon, malheureusement, c'est les deux grands fléaux mondiaux. Et donc voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette espèce d'idéologie mortifère qui est derrière. Et c'est ça qui est intéressant de comprendre. Et c'est ça aussi qu'il faut dénoncer. Alors là, pour le coup, j'ai sorti un opuscule, voilà, que je montre ici, c'est le Nouvel Empire européen. Donc ce que l'on vous cache, c'est aussi chez Book Édition, on va le prononcer à la française. Ouais. Et en fait, j'ai voulu sortir ce petit manuel qui est pas très gros. Je l'ai sorti très vite parce que j'ai voulu le sortir en réponse au manuel de survie que va nous envoyer notre cher président à chaque foyer français et qui va coûter une blinde parce que je sais pas combien de millions d'euros ça va coûter et finalement c'est un manuel de survie qui va pas nous apprendre grand chose et qui en fait montre en réalité que derrière se profile une ombre assez noire de guerre qui pourrait nous arriver. C'est pour ça que je me suis dit, il est temps de faire une petite réponse à Emmanuel Macron. Alors, en fait. Alors, c'est quoi cette réponse? Alors, cette réponse, c'est que dans ce manuel, j'ai voulu montrer quelles sont les idées que Emmanuel Macron, Keir Starmer, Friedrich Merz, le chancelier allemand, et Ursula von der Leyen, quelles sont l'idée qu'ils ont derrière au niveau de l'Europe, avec les 800 milliards de budget que nous a voté Ursula von der Leyen, avec Emmanuel Macron en tant que chef de guerre incontesté pour l'Europe occidentale. Quel est le but derrière? Le but derrière, c'est de nous faire une Europe fédérale et nous y allons vraiment à grands pas, une Europe fédérale où effectivement tout va être un peu mélangé, c'est-à-dire que les pays européens vont perdre de plus en plus leur identité culturelle et aussi leur langue d'ailleurs, et tout ça pour nous faire une Europe fédérale sur lequel la haute finance internationale aura encore plus d'emprise parce que c'est plus facile d'avoir une emprise sur un État fédéral que sur des nations un peu morcelées et qui ne s'entendaient pas jusqu'à présent forcément entre elles. Alors le problème que je mets en exergue dans ce manuel, c'est cette idéologie néo-nazie extrémiste qui est omniprésente en Ukraine, mais qui est complètement occultée par les médias propagandistes, qui est complètement occulté par nos politiques. Et pourtant, en Ukraine, il y a cette idéologie néo-nazie qui est complètement couverte par tout le monde. Et je fais référence ici au fameux bataillon Azov, Bravi Sector, avec le héros national ukrainien qui s'appelle Stéphane Bandera, qui était quand même un collaborateur avec le Troisième Reich,
qui a tué énormément de gens et des juifs aussi d'ailleurs. Et ce monsieur a sa propre rue à Kiev. Il y a une rue Stepan Bandera dans toutes les principales villes de l'Ukraine. Et ces espèces de fous furieux de bataillons néo-nazis à l'idéologie néo-nazie, ce sont eux qui ont massacré quand il y a eu la révolution de l'Euromaïdan en 2014. Derrière les snipers qui ont tiré dans la foule, il y avait des membres d'Azov et du Bravi Sector. Et ce qui est fou, moi, ce qui me paraît fou, c'est que on fait la chasse en Europe et à juste titre sur les nazis parce que voyez ce que le Troisième Reich a fait en massacrant des juifs, des tziganes et des handicapés. Mais cette idéologie néo-nazie est toujours omniprésente en Europe et aujourd'hui, elle est protégée. Et elle est protégée par nos dirigeants politiques et elle est protégée et complètement encensée par les médias propagandistes. Et ça, c'est quand même incroyable. Moi, ça me pose une réelle question. Donc, dans ce livret, le vrai problème derrière, c'est qu'effectivement, c'est à connotation nazie et c'est quand même promu par des gens qui sont de sensibilité juive, quoi, de religion, comme Zelensky, par exemple, en Ukraine, et puis une grosse partie des manias de la presse derrière qui ne font qu'encourager en fait ça. Donc, ce qui peut paraître complètement contradictoire, quoi. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Et le problème, c'est que si on laisse faire, on va aller tout droit vers une Europe fédérale avec des milices lourdement armées. Parce que c'est ça qui nous attend. Hein. Quand il va y avoir une Europe fédérale avec de moins en moins de liberté, avec de plus en plus de lois liberticides, il va y avoir des milices lourdement armées, ça commence déjà d'ailleurs. Et quelle idéologie ces milices lourdement armées vont avoir? Ben, ils vont avoir une idéologie effectivement extrémiste et néo-nazie. Mais c'est d'une évidence absolue. Et nous allons tout droit vers ce nouvel empire européen. Ça. Et c'est ça qui est fou. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en exergue dans mon livre en disant, écoutez, les preuves sont là. Et c'est vrai qu'il n'est pas épais. Il fait un peu plus de 40 pages. J'ai une préface en plus de mon ami François Lagarde avec qui j'ai coécrit l'État profond français. Et j'ai une postface aussi de Philippe Brucker. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous y allons tout droit. Et je rends hommage aussi à la fin de mon livre à tous les journalistes, écrivains, courageux, etc. Donc j'en liste pas mal. Et d'ailleurs, mon cher Richard, tu es dedans. François aussi et Marion aussi, parce que vous êtes des gens qui dénonçaient un certain nombre de choses et ça me paraissait logique de vous mentionner. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une majorité de gens qui semblent totalement anesthésiés et qui ne réagissent pas. Et si tu le permets, Richard, je vais lire juste un petit passage et après je cède la parole peut-être à notre ami François Dubois, enfin c'est toi qui va lui donner. Voilà, quand je décris l'Ukraine, en fait, voilà, j'ai dit, l'Ukraine est un charmant pays où la corruption est omniprésente, où l'idéologie néo-nazie a pignon sur rue, vantée grâce au bataillon Azov et Bravi Sector ayant pour héros national un certain Stepan Bandera qui collaborait avec le Troisième Reich, où plus de 30 laboratoires de haute sécurité ont été implantés grâce aux finances de l'oncle Sam, ayant pour but des expérimentations sur des virus afin de les modifier pour les rendre encore plus létales, entre parenthèses le fameux gain de fonction, où la GPA est autorisée pour des parents étrangers en Ukraine. Des bunkers existent dans les sous-sols de Kiev où vous pouvez commander votre bébé grâce, entre autres, à l'agence biotex.com, et je mets le lien de cette agence, où des trafics d'organes sont organisés facilement grâce à la loi numéro 5831 entérinée par la Rada. La Rada, c'est le Parlement ukrainien. Le 16 décembre 2021, supprimant les actes notariés concernant le consentement d'un don d'organes de la part du donneur et de la famille, où tous les partis d'opposition, je continue la phrase, où tous les partis d'opposition ont été interdits, où la langue russe a été interdite, où l'église orthodoxe russe a été interdite, où l'enrôlement obligatoire dans l'armée peut se faire à partir de l'âge de 16 ans jusqu'à 60 ans, où des trisomiques, des malades atteints de cancer ou du sida ont été envoyés au front, où l'armée ukrainienne a utilisé des civils comme boucliers humains, où les bombes à sous-munitions
pourtant interdites par de nombreux pays, ont inondé la région du Donbass, où des drones ont bombardé souvent la centrale nucléaire civile de Zaporozhye, risquant de nous créer un nouveau Tchernobyl, où des drones ont bombardé la centrale nucléaire civile de Koursk, où des drones ont bombardé la station gazière de pompage de gaz à Soudzha, distance de 87 km à vol d'oiseau de la centrale nucléaire de Koursk, risquant une contamination radioactive en Europe, etc. Et je termine ce chapitre là-dessus en disant charmant pays, en effet. Voilà. C'est ça, et c'est ça que nos dirigeants a en sens, et que nous avons des généraux comme Tupolev, j'allais dire, non, Yakolev, qui lui se verrait bien aller guerroyer un peu face à la Fédération de Russie, n'ont encore rêvé. Voilà. Donc, le nouvel empire européen, ce que l'on vous cache, book édition. Formidable. En tous les cas, tu salueras notre ami Philippe Broker, qui est vraiment un ami de la chaîne. Et puis toi, vraiment, un grand merci pour ton écriture, hein, si merci à toi. Tu sais qu'à chaque fois, tu m'envoies tes petits textes très régulièrement, et c'est vraiment tellement bien ciselé, tellement bien écrit, et c'est superbe. À chaque fois, vraiment, en tant que journaliste, je prends beaucoup de plaisir à te lire. Bon, en tout cas, merci. Et François, alors, François, lui, on a parlé beaucoup de ce livre, hein, qui est une fiction, en fait, qui est plus qu'une fiction, parce que c'est quasiment la réalité aujourd'hui, hein, Captionnem. Une volonté, on l'a dit sur cette chaîne, donc à diverses reprises, quasi orwellienne, de mettre la population sous le joug. Donc ça vient de sortir, et c'est vrai que là aussi, c'est un prodige ce livre, parce qu'il y a énormément de choses dedans. Alors je suis allé voir les critiques, elles sont dithyrambiques, mais vraiment dithyrambiques sur ce livre. Oui. Enfin, j'ai beaucoup d'invitations presse en ce moment sur le livre, effectivement. Alors c'est un roman, hein, donc il est apprécié et critiqué autrement qu'un essai, forcément. Mais effectivement, j'ai des retours qui sont magnifiques, hein. C'est très gratifiant. J'en suis très honoré. Et l'objectif était effectivement de faire un livre qui poussait plus loin les réflexions d'Orwell et d'Huxley, parce que aussi plus récent, et parce qu'il y a eu tellement d'évolution depuis leurs ouvrages, et même depuis aussi, si on prend la société industrielle et son avenir de Kaczynski, il y a eu tellement d'évolution que j'ai pu carrément retirer un nouveau modèle, une forme de super totalitarisme, une synthèse ultime quelque part. Et quand on arrive à cette synthèse ultime, le paradoxe, c'est que ça accouche d'un modèle où le totalitarisme gagne, parce qu'il est totalement invisibilisé. On n'est plus dans un monde qui peut prévaloir son totalitarisme. Le totalitarisme ne se voit plus. C'est la réussite intégrale et paroxystique de ce système tel qu'il serait désiré par certaines personnes dans le monde, notamment une certaine synarchie dont on parle beaucoup. Et donc, Captionnem, oui, c'est cette super synthèse. Et d'ailleurs, pour rejoindre ce que disait Claude, il y a dans Captionnem plusieurs idées qui ont fonctionné ou qui étaient susceptibles de fonctionner au sein des divers totalitarismes historiques, qui sont combinés. Donc, on retrouve effectivement du national-socialisme, notamment, puisqu'il nous parlait du national-socialisme. Les national-socialistes n'ont jamais, sont protégés aujourd'hui. L'Ukraine est un régime bandériste, mais ils l'ont toujours été depuis la création de l'Europe, d'une certaine façon. On prenne le premier commissaire européen, Walter Wallstein, ou Hans-Joseph Globke, qui est le rédacteur des lois raciales de Nuremberg, donc celui qui établit qu'il existe des races supérieures aux autres. Cet homme-là, il est récupéré dans le processus de construction européenne, et c'est un des principaux bras droits d'Eisenhower, et il se revendique démocrate. Donc, on a des gens comme Reinhard Gehlen, qui était général de l'Abwehr, donc du renseignement national-socialiste, spécialisé sur le front de l'Est, qui est réemployé par les Américains, qui est reposté en Allemagne de l'Ouest, pour observer le grand ennemi toujours, qui est la Russie. Les Américains ne s'engagent pas dans la Seconde Guerre mondiale pour délivrer les pauvres Français qui ont été envahis. Non, ils s'engagent parce qu'il faut contrecarrer les Russes.
Et depuis toujours, c'est ça. Et ce qui se passe en Ukraine, c'est ça. Aujourd'hui, ça change parce qu'il y a un changement de vision géopolitique, mais c'est ça. Et Capsionem, oui, lui, il reprend tous les totalitarismes qu'on va subir là en Europe, parce qu'il n'y a pas que ça aussi en Europe. Il n'y a pas que la face du nazisme. Il y a aussi une espèce de pseudo-communisme que moi je qualifierais de néocollectivisme. Et le livre, justement, met en place un système dit néocollectiviste qui s'inspire du communisme et déjà dans son matérialisme dialectique, dans son universalisme athée, mais aussi dans le rapport à la désappropriation. Et ça, quand on regarde le World Economic Forum, il y a beaucoup de projets politiques qui vont dans le sens. On parlait tout à l'heure de la colonne vertébrale, par exemple écologique. Elle abonde non seulement sur le contrôle elle a une incidence sur le contrôle des flux, des mouvements, etc. Mais elle a aussi une incidence sur notre rapport à la propriété. Il y a c'est comme on parlait aussi de la vaccination. Il y a une incidence sur l'appropriation que je peux me faire de mon corps et ma libre disposition. Voilà, comment je peux disposer de mon corps. Donc, toutes ces choses-là. Et donc, il y a un rapport aussi à la propriété comme ça. Et puis, il y a aussi quelque chose d'assez proche du communisme qu'on retrouve dans la structure européenne, mais qu'on retrouve aussi dans mon univers. C'est que il y a une forme de structure commandée par des gens non élus, un peu comme le Politburo sous Staline à l'époque, hein, l'URSS, 15 personnes non élues. L'Europe aujourd'hui, c'est 20 personnes non élues. Et on retrouve même dans le livre un peu du fascisme italien quelque part, dans cette capacité qu'a ce système à vivre un peu en autonomie et aussi à participer à la fragmentation sociale et à utiliser des mouvements comme aujourd'hui on utilise les antifas par exemple pour casser les dynamiques sociétales, etc. Donc on reprend en fait historiquement tout ce qui était susceptible de fonctionner, on le combine et on arrive à une super synthèse. Et tout ça, ça suit un peu une dialectique hégélienne, j'ai envie de dire, parce que c'est un système qui, d'un côté, produit une thèse qui est totalitaire et qui lui oppose son antithèse complètement libertarienne. Parce que, comme je disais tout à l'heure, son plus grand tour de passe-passe dans Capsionem, c'est de réussir à faire croire aux gens que le totalitarisme n'existe pas parce qu'ils se sentent libres. En réalité, ils sont juste libres de consommer dans ce monde et ils sont libres en fait de leur sexualité ou autre. On en revient à l'hypersexualisation d'ailleurs. C'est invisible, c'est invisible et c'est en cela que c'est pervers. En fait. Ouais, et alors c'est invisible de façon, on va dire, sociétale, parce qu'il y a toute une ingénierie sociale qui contribue à créer des niches sociétales qui fait qu'on a une impression de pluralité, de cosmopolitisme, avec des minorités actives qui sont utilisées justement. Et ça, c'est très marxiste, hein, parce que en gros, c'est la guerre de position de Gramsci, hein, qui était un penseur italien inspiré du marxisme et qui avait analysé les méthodes qu'il fallait mettre en place justement pour casser l'hégémonie culturelle des pays qui résistaient au marxisme. Et il avait pris le modèle italien parce qu'il ne comprenait pas, enfin si, il comprenait, mais il a étudié pourquoi le modèle italien a préféré adhérer au fascisme plutôt qu'au marxisme. Et il a dit la solution qu'il faut opposer, c'est briser l'hégémonie culturelle. Et en faisant ça, c'est créer une politique de fragmentation. Et donc on retrouve d'ailleurs dans le livre, qui consiste vraiment à diviser pour mieux régner quelque part, hein, et mieux imposer un modèle. Et c'est par la fragmentation et c'est par le culte de l'individu et de l'individualisme qu'on parvient paradoxalement, donc on est toujours dans cette logique thèse-antithèse, hein, on parvient paradoxalement à produire les plus grands élans collectifs et les plus grands élans de conformisme, parce que les gens sont infoutus de se parler entre eux, ils sont tous dos à dos, et du coup, quand il y a une nécessité impérieuse qui s'impose à eux, comme la vaccination, comme une grande épidémie, ou comme n'importe quel autre narratif, ou demain le réchauffement climatique qui va faire que le monde devrait s'effondrer, dès qu'on leur présente des choses comme ça, ils obéissent bêtement. Ils obéissent bêtement parce qu'ils sont incapables de se fédérer pour réfléchir autour du sujet. Et donc, le livre explore de façon assez profonde ces dynamiques-là. Il en explique aussi pourquoi on arrive à ce modèle de société. Il explique donc les grands bouleversements historiques, anthropologiques, et il confronte ça à la sphère spirituelle aussi. Et dans le process d'invisibilisation du totalitarisme, il met en avant, et ça c'est la clé de voûte, la technologie. C'est-à-dire que c'est un monde qui sert de laboratoire au monde actuel, ce qui fait que d'ailleurs, c'est assez troublant.
derrière, ouais, c'est ça, l'intelligence artificielle Voilà. que toi tu maîtrises bien, tu connais bien, et donc tu l'as insufflé en fait dans ce livre hein, pour justement. Mais le livre utilise des technologies qui sont d'ores et déjà applicables. Et ce qui le rend troublant, c'est sa ressemblance avec le monde actuel. C'est-à-dire que ce qui a d'ailleurs, c'est les critiques qui m'en reviennent à chaque fois. Les lecteurs sont déstabilisés parce que quand ils le finissent, ils sont perturbés d'avoir lu un livre qui ressemble autant à leur monde et qui pourtant est bien plus radical dans son totalitarisme. Et ils voient qu'en fait, il en manque peu aujourd'hui. Il en manque peu et les technologies qui sont mises en avant dans le livre sont aujourd'hui parfaitement utilisables. Et effectivement, on utilise l'IA avec comme axe principal la récolte du renseignement. Donc, c'est interconnexion, croisement des fichiers. Et là, je m'inspire beaucoup de mes connaissances d'enquêteurs, de police judiciaire pour montrer aussi toute la mécanique administrative de ce type de société, comment elle peut vous broyer de façon stalinienne aussi, quelque part, par le renseignement et par les fichiers. Et donc, ça met en interaction tout ça avec comme outil forcément d'accroissement de la productivité, l'intelligence artificielle. Là, forcément, ça dope, on va dire, tout le champ des possibles et ça devient, c'est là que ça devient cauchemardesque. Alors, heureusement, le livre qui est très sombre, hein, il est aussi très violent. Alors, il est pour tout type de lecteur, mais il est très violent parce qu'il s'inspire de mon parcours et de la violence que j'ai pu rencontrer dans mon parcours. Heureusement, c'est un livre qui se finit bien et qui, par sa fin, quelque part, offre les clés, les solutions pour demain. Donc, il faut pas le voir comme une dystopie bête et méchante. Il faut aussi le voir comme une ouverture vers la solution. Il y a une source d'espérance qui rejoint ta foi et quoi. Voilà, forcément. Mais de toute façon, on s'inscrit dans une confrontation historique qui oppose aujourd'hui le matérialisme et l'ère du matérialisme et qui va dans son expression la plus moderne va devenir le transhumanisme. On oppose ça finalement à la spiritualité. Et la grande question du livre, elle est ontologique, c'est-à-dire c'est notre conception de l'être. Comment on s'envisage? Est-ce qu'on s'envisage comme des êtres ou comme des personnes qui se définissent par l'avoir et qui ne finissent plus que par paraître au lieu d'être? C'est toute la question. Parce que derrière se pose la question de la réification de l'homme et donc tout le reste. Et c'est un livre qui est extrêmement profond et dense de concepts. Une super synthèse en gros. C'est pour ça que le projet était à la base ambitieux et que je suis content de sa réussite parce que ça a l'air de porter ses fruits. Ah ben, en tout cas, bravo François, tu es venu nous en parler au moins 2-3 fois et je sais que le public est très demandeur. J'espère que le public va pouvoir se procurer ton livre. Là, c'est à l'envers parce que je suis sur mon téléphone, mais voilà, il est sur The Book Edition aussi. C'est captionné. On voit bien. Du latin caption, c'est qui veut dire piégé. Alors, il y a un livre ici, celui de Claude qui fait 40 pages et le tien qui en fait 400. C'est ça. 440, mais qui se lit très très bien, très vite. Ça se lit très bien parce que j'ai voulu un style très cinématographique pour dynamiser l'action et ne pas perdre le lecteur. Je veux pas, voilà. Et donc je voulais écrire. J'avais beaucoup de choses à dire, mais dans un style que j'ai essayé de faire le plus fluide et le plus dynamique possible. Et apparemment, ça fonctionne. Et oui, ça fonctionne. En tout cas, on vous remercie infiniment tous les deux d'être venus participer à cette émission ce soir. Vous serez les bienvenus quand vous voulez. Vous n'hésitez pas à me faire signe et vous allez revenir parce que le public vraiment vous aime beaucoup. Que ce soit Marion, François ou Claude. C'est vrai que vous êtes trois formidables participants, candidats, amis de cette chaîne et amis de ce très large public qui est venu nous rejoindre ce soir. On vous embrasse tous, on vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle émission. Au revoir. Merci Richard. Merci à tous. Merci Claude. Merci à vous. Bye bye. Merci. Bonne soirée.